La mission Skylab est-elle compromise? Il est permis de se poser la question devant les difficultés rencontrées dans l'espace par le vaisseau américain. Ce film reconstituant la mise en orbite du Skylab montre exactement ce qui aurait dû se passer. Vous allez voir deux panneaux se déployer, vous les avez vus autour de la cabine. Or, hier soir, les panneaux en question, couverts de batteries solaires, sont restés coincés. Premier contretemps donc, des problèmes dans l'alimentation en énergie du vaisseau spatial. Et ce n'est pas tout, on a appris cet après-midi que la climatisation intérieure de la cabine était défaillante. Du coup, les techniciens qui avaient remis à dimanche le départ des cosmonautes ne savent plus dans combien de temps ils pourront rejoindre le vaisseau. Nous reviendrons en détail tout à l'heure sur les malheurs du Skylab. J'en profite, mesdames et messieurs, pour vous saluer. Bonsoir. La loi sur l'avortement, c'est par là que nous allons commencer le journal. Le projet réformant la loi de 1920 sur l'avortement sera soumis aux députés et sénateurs avant la fin de la présente session parlementaire, c'est-à-dire avant le 2 juillet. C'est le ministre de la Justice, M. Tétinger, qui l'a annoncé cet après-midi au Sénat en répondant à une question de M. Caillavet, sénateur radical du Lot-et-Garonne. Je vous propose d'écouter tout de suite M. Tétinger. La réforme qui doit être accomplie ne pouvait donc être élaborée et soumise au Parlement dans la précipitation, sous la pression de manifestations tapageuses qui, au surplus, ne reflètent pas l'opinion de l'ensemble du pays. On ne peut légiférer en un domaine qui touche si profondément à la conscience de chacun sans tenir compte de toutes les tendances et sans peser les conséquences tant morales que sociales des modifications envisagées. Les travaux entrepris se poursuivent activement en vue de la mise au point d'un texte. Différentes personnalités qui se sont intéressées au problème de l'avortement ont déjà été reçues à la chancellerie et des représentants des groupements qui se préoccupent également de ce problème seront consultés dans les prochains jours, tant au ministère de la Santé publique qu'à celui de la Justice. Dès maintenant, le gouvernement est en mesure de préciser qu'une communication conjointe des ministres de la Santé publique et de la Justice sera faite prochainement au Conseil des ministres et qu'un projet de loi qui ira dans le sens d'un important assouplissement de la législation en vigueur sera soumis au Parlement au cours de la présente session. Il convient de souligner que la libéralisation prévue ne prendra sa véritable signification que dans le cadre de la réforme beaucoup plus vaste, dans laquelle elle doit s'inscrire. En effet, dans l'esprit du gouvernement, la révision de la loi de 1920 est inséparable de l'organisation d'une véritable information sur tous les problèmes de la naissance qui seraient dispensés dans les centres. Information récemment évoquée par le ministre de la Santé publique devant l'Assemblée nationale. Elle requiert en outre l'adoption simultanée de mesures sociales de différentes natures tendant à renforcer les droits et la protection de la mère et de l'enfant. Il est permis d'espérer que la mise en œuvre conjuguée de ces diverses dispositions aura pour effet de développer la responsabilité des femmes et des couples et de favoriser les maternités voulues et qu'elle contribuera à faire régresser l'avortement, fût-il légal, qui cessera enfin d'être un problème de société pour ne rester qu'un problème de conscience individuelle. Les Républicains indépendants voudraient que les jeunes puissent voter à partir de 19 ans. Monsieur Destremaux, député républicain des Yvelines, va déposer au nom de son groupe une proposition de loi dans ce sens avant la fin de la session parlementaire. Les communications téléphoniques vont coûter un peu plus cher. C'est une des mesures annoncées ce matin par le Premier ministre. Pour tenir le pari du gouvernement, le service téléphonique doit répondre convenablement aux besoins des usagers à la fin de 1978. Monsieur Messmer inaugurait le nouveau central géant installé sous les Tuileries, à Paris. C'est en libérant de nouvelles lignes d'abonnés que ce matin, le Premier ministre a inauguré, en compagnie de M. Hubert Germain, le ministre des Postes et Télécommunications, ce nouveau central téléphonique des Tuileries. Entièrement souterrain, destiné pour lors à désencombrer le trafic particulièrement intense du centre de Paris. Dans son discours d'inauguration,
M. Messmer devait en profiter pour analyser quelques perspectives de ces 5 prochaines années. Je rappelle que la France comptait 2 millions de lignes principales en 1958, qu'elle en compte aujourd'hui plus de 5 millions et que nous porterons ce nombre à plus de 12 millions en 1978. Et cela grâce à des investissements qui, pendant les 3 années, 1974, 1975 et 1976, seront supérieurs à 12 milliards de francs par an en moyenne. Les moyens de financement seront en partie dégagés sur l'exploitation du service, ce qui exigera, je dois le dire, une augmentation modérée de tarifs qui n'ont pas bougé depuis 7 ans. Un large appel à l'épargne s'y ajoutera, notamment sous la forme originale de sociétés spéciales de financement, Finextel, Créditel, Codetel, Agritel, auxquels les épargnants ont réservé un grand succès. En dépassant les objectifs du plan pour le téléphone, nous voulons que le service téléphonique puisse satisfaire en 1978 l'essentiel des besoins. Journée de grève et de manifestation aujourd'hui dans l'enseignement pour attirer l'attention sur la situation des auxiliaires. À l'appel de la Fédération de l'Éducation nationale et de 8 syndicats d'enseignants, les cours ont été très sérieusement perturbés dans les établissements du primaire, du secondaire et supérieur. À Paris, plusieurs milliers de professeurs et d'instituteurs ont marché en cortège de l'hôtel de ville au ministère des Finances. Toutes ces actions donc en faveur des maîtres auxiliaires qui sont utilisés comme bouche-trou quand un professeur titulaire est absent. Cette répartition, ensuite, se fait suivant 2 phases. Michel Prévost, 25 ans, licencié en sciences économiques, professeur auxiliaire depuis 4 ans. Enseignant à part entière, il l'est du moins pour ses élèves et pour le chef d'établissement. Pourtant, la différence entre un auxiliaire et un professeur titulaire est importante. Par rapport aux titulaires, nous n'avons d'une part pas le même salaire, nous n'avons pas les mêmes droits et nous n'avons bien sûr pas le même avenir. Bon, c'est-à-dire que nous faisons le même travail et nous n'avons absolument pas leur situation de fonctionnaire. Bien. Nous sommes des auxiliaires. Bon. Vous nous dites que vous n'avez pas le même salaire. Quelle est la différence? La différence est assez importante puisque un maître auxiliaire, moi-même par exemple en catégorie 2, c'est-à-dire licencié, je touche actuellement 1600 francs nets, alors qu'un certifié doit toucher autour des 2000 ou 2100 francs en début de carrière. Est-ce qu'il y a des auxiliaires au chômage? Il y a énormément d'auxiliaires au chômage. Pour s'en rendre compte, il suffit en début d'année scolaire de se présenter au rectorat et on assiste à des queues de 1500 maîtres auxiliaires qui avaient un poste et qui en redemandent un et qui ne l'ont pas. Ceci au jour de la rentrée, et c'est même observable, une quinzaine encore après la rentrée. Ensuite, s'il n'y a plus personne, c'est parce que les bureaux sont fermés. C'est pour mettre fin à cette situation, ou du moins l'améliorer, que la Fédération de l'Éducation nationale a organisé une semaine d'action et une journée de grève. Grève contestée par les syndicats autonomes d'enseignants et au ministère de l'Éducation nationale. Les syndicats annoncent qu'il y a en France environ 150 000 auxiliaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce chiffre? Non. Pour l'éducation nationale, il est de 100 000 environ, dont 51 000 pour les instituteurs. Bien, et quelle est exactement la situation des auxiliaires? Car pour les syndicats, elle est catastrophique. Elle n'est pas bonne. Un directeur de personnel ne peut pas être satisfait d'avoir un pourcentage important d'auxiliaires. Il ne peut que souhaiter les former à leur métier, mais il doit aussi être réaliste. Offrir des titularisations aux auxiliaires, des mesures qui leur assurent la sécurité et la stabilité de l'emploi, oui, mais en trouvant moyen de les former, bref, de reconnaître d'une part leur conscience professionnelle, mais aussi d'autre part l'intérêt des élèves qui veut qu'ils aient des professeurs formés. Le ministère de l'Éducation nationale envisage d'ailleurs un certain nombre de mesures. Création de centres de formation, des charges de service pour préparer les concours,
Enfin sera examinée la proposition des syndicats, c'est-à-dire la création d'un corps de titulaires remplaçants. Reste qu'en toile de fond, on découvre le véritable problème, celui de l'orientation des lycéens et les débouchés offerts aux jeunes diplômés de l'université. Monsieur Georges Gilles, l'envoyé spécial du ministère du Travail à Saint-Étienne, a commencé ses consultations. Monsieur Gilles a rencontré le directeur de l'usine Peugeot ce matin et il devait voir des représentants du personnel cet après-midi. Le médiateur avait reconnu dès hier soir que le conflit était compliqué, au point qu'on ne pouvait dire de quelle manière il finirait par se dénouer. Réception à l'Hôtel de Ville et nouvel entretien au Palais de l'Élysée avec le président Pompidou. Voilà résumé à grands traits la deuxième journée du séjour en France du roi Faisal d'Arabie Saoudite. Le roi Faisal a un programme chargé pendant ce voyage officiel en France. Il a commencé cette seconde journée au palais de Trianon, où il a reçu ce matin l'association France-Arabie Saoudite. Puis, à 11h30, il était en effet reçu à l'Hôtel de Ville par Madame Nicole de Hautecloque, présidente du conseil municipal de Paris. Après la signature traditionnelle du livre d'or de la capitale, le souverain saoudien était l'hôte à déjeuner du même conseil de Paris à l'hôtel de Lausanne. Cet après-midi, à 18h, ont eu lieu des entretiens élargis entre les délégations saoudiennes et françaises en présence des deux chefs d'État. Ces entretiens qui se déroulent dans un bon climat se poursuivent sans aucun doute dans la ligne politique tracée dans les toasts prononcés hier soir à l'issue du grand dîner de gala offert à Versailles par le président de la République et Madame Pompidou. Cet échange de toasts, dont l'importance a été remarquée unanimement aujourd'hui, se résume ainsi. Compréhension entre les deux États, mais aussi souci à l'égard de la situation au Proche-Orient. Le président de la République a notamment déclaré « Les derniers événements survenus au Liban montrent à quel point la situation demeure grave. Nous persistons à agir de notre mieux pour qu'une paix durable puisse enfin s'instaurer. Une telle paix devra être fondée sur le respect de l'intégrité territoriale des divers États en cause et sur les résolutions prises par la communauté des nations. » Les réceptions brillantes ne font pas oublier la situation politique. En ce moment même, le président de la République et Madame Pompidou sont les hôtes à dîner de l'ambassadeur d'Arabie Saoudite en France. Mais dès demain, les entretiens ayant trait au Proche-Orient reprendront, non pas dans le cadre du voyage officiel, puisque le président Pompidou recevra dans l'après-midi M. Hafez Ismail, conseiller personnel du président Sadat, arrivé aujourd'hui à Paris. Toutes ces rencontres sont bien sûr d'une importance capitale étant donné le contexte. Aujourd'hui, la Libye, l'Algérie, l'Irak et Koweït se sont mis d'accord pour stopper le pompage du pétrole pendant 1 heure, et cela pour protester contre la célébration du 25e anniversaire de l'État d'Israël. L'arme du pétrole a donc été brandie comme une menace. C'est sans doute un avertissement inquiétant pour l'avenir. Vous le voyez, la visite du roi Faisal à Paris se situe vraiment à un moment sensible de la politique au Proche-Orient. Faut-il y voir un autre avertissement? Toujours est-il que les mouvements de troupes se poursuivent au Proche-Orient. Dernier épisode, le roi du Maroc a décidé d'envoyer des renforts en Syrie. Et Hassan II a tenu à donner un caractère solennel à ce geste à l'égard des pays durs dans le camp arabe. Voilà que le pays arabe le plus éloigné du conflit palestinien entre directement dans la lutte armée. Le Maroc, qui se trouve, il faut bien le préciser, aussi éloigné d'Israël que la France de la Laponie. Ainsi, le roi Hassan II, dont le pays qu'il gouverne ne fait preuve d'aucun antisémitisme, a lancé ses militaires dans le combat palestinien. Et pour un idéal précis que le roi a défini dans son discours, libérer Jérusalem. Accompagné de son fils, le prince héritier Sidi Mohamed, âgé de 9 ans à peine, le monarque avait exceptionnellement revêtu la tenue de chef suprême des forces armées pour passer en revue hier à Rabat une partie du corps expéditionnaire marocain qui doit rejoindre la Syrie pour aider à la reconquête de la Palestine. Ces 1800 fantassins, en tenue léopard, sac au dos et dotés d'un armement moderne, sont, dit le Palais Royal, tous volontaires pour appuyer la cause des Fédayines. D'autres divisions rejoindraient celle-ci, commandées par le général Abdeslam Sefrioui. Il faut noter cependant qu'au moment où le Maroc entreprend une vaste campagne de nationalisation des terres et des industries, l'expédition en Syrie peut détourner les préoccupations que le souverain rencontre au sein de son armée, cette armée de 40 000 hommes qu'il a lui-même réorganisée
mais où il subsiste tout de même un climat de subversion depuis la mort du général Ourtir. Un dernier détail, significatif toutefois, ce bain de foule est le premier depuis l'attentat du Boeing l'été dernier. Le gouvernement français semble décidé à se montrer intransigeant avant la grande confrontation Europe-États-Unis. À Bruxelles ce matin, au cours d'une réunion de la communauté européenne, M. Jobert, le ministre français des Affaires étrangères, a posé clairement les conditions de la France. Il ne peut y avoir de négociations commerciales avec les Américains tant que le retour à la convertibilité du dollar ne sera pas décidé. Jean-François Robinet a demandé des précisions à M. Jobert. Nous souhaitons d'abord que la liberté du commerce international soit accentuée et que l'on n'aille pas en sens inverse. Ceci est très important. Nous souhaitons d'autre part que tout ce que la communauté européenne a apporté dans le commerce mondial au cours des 15 dernières années ne soit pas mis en péril, et même que tout cela soit constaté. Parce que je crois que nous avons contribué grandement à ouvrir le commerce international, et ceci doit mettre la communauté, cette constatation doit mettre la communauté en bonne position. Et puis il y a un sujet sur lequel j'ai attiré l'attention de mes interlocuteurs. Il s'agit du marché commun agricole. Pour le marché commun agricole, nous avons fait tous de gros efforts, nous avons bâti un système qui marche et qui assure à la communauté économique européenne une agriculture qui est compétitive et qui en tout cas répond aux besoins de l'Europe. Et ceci, j'ai tenu à le souligner et j'ai demandé que la Commission le dise dans son rapport. Est-ce que vous avez l'impression que vos partenaires sont du même avis que la France? Bien écoutez, j'ai eu l'impression qu'ils ont été un peu surpris par le propos du nouveau ministre français des Affaires étrangères qui a été, comme je vous l'ai dit, direct. Mais plusieurs délégations m'ont dit qu'il était utile qu'il y ait quelqu'un qui puisse poser les vrais problèmes, même si ce n'est pas toujours agréable de les entendre poser. Et j'ouvre une petite parenthèse. J'ai dit que ces négociations commerciales n'auraient de réalité que si, sur le plan monétaire, le monde était assuré d'une période de stabilité. Et s'il y avait un système international monétaire qui soit un vrai système monétaire. Sinon, nous pouvions en effet nous livrer à des variations sur le commerce, mais que tout ce qui serait fait en matière de dévaluation aurait une portée beaucoup plus considérable et par conséquent annulerait tous ces travaux savants qui vont se développer à partir du mois de septembre. Précisément, tandis que la ruée sur l'or continue, on commande beaucoup ce soir la chute libre du dollar sur toutes les places financières. À Paris, la monnaie américaine a perdu plus de 2% en 24 heures. Elle est tombée à son cours le plus bas depuis la crise monétaire de mars dernier. Aujourd'hui encore, le conseiller économique de M. Nixon a affirmé que son gouvernement n'avait pas l'intention de dévaluer à nouveau le dollar. Mais cela ne suffira certainement pas à ramener la confiance dans la monnaie américaine. Et certains se demandent même si l'on n'est pas au bord d'une nouvelle grande crise monétaire. Si les cosmonautes américains étaient déjà à bord du vaisseau Skylab, ils ne sauraient plus où donner de la tête. Depuis hier soir, en effet, les difficultés se multiplient. Il y avait déjà ces fameux panneaux récepteurs de l'énergie solaire qui refusent de se débloquer. Et voilà que la climatisation intérieure de la cabine est défaillante. Jean-Pierre Chapelle, je sais que vous restez généralement optimiste, mais il faut avouer cette fois que tout cela n'est guère encourageant pour la suite de la mission. Effectivement, je ne suis pas très optimiste en ce moment pour le succès de la mission Skylab, une mission qui, je vous le rappelle, a coûté 13 milliards de nos francs, ce qui est quand même une somme assez considérable. Et en ce moment, sur le pas de tir 39B de Cap Kennedy, une fusée Saturne attend désespérément de pouvoir partir. Cette fusée devait emmener l'équipage, Conrad, Weiss et Kervin, vers le Skylab qui tourne en ce moment dans l'espace. Il tourne certes, il est à 435 km d'altitude, il est parfaitement stabilisé, mais le problème, vous le savez, ce sont ces deux grandes ailes, ces deux grands panneaux solaires que vous découvrez à gauche et à droite de cette maquette du Skylab. Ces deux panneaux ne se sont pas ouverts parce que autour du Skylab se trouve une couverture spéciale
très mince d'ailleurs, quelques millimètres d'épaisseur, destinée à protéger le Skylab contre les météorites, mais cette couverture ne s'étant pas dégagée, a empêché les panneaux de s'ouvrir et en même temps provoque l'augmentation à l'intérieur du Skylab de la température. Elle devrait être normalement, cette température, entre 15 et 20 degrés. Or, elle est montée cet après-midi à 38 degrés. En fait, il semblerait qu'à l'intérieur du Skylab, nous sommes ici dans le grenier, il semblerait que la température ait tendance à nouveau à se stabiliser. Mais à Cap Kennedy, on donne actuellement comme pourcentage de chance pour un départ dimanche 60% oui contre 40% pas de départ. En fait, on arrive de plus en plus vers un 50-50 et l'on a beaucoup de doutes. Il semblerait que les techniciens aient beaucoup de difficultés et l'on parle même maintenant d'un retard du départ des astronautes qui, au lieu de partir dimanche, comme on l'avait annoncé précédemment, pourrait ne partir que vendredi 25. Vous voyez que la mission serait donc sérieusement raccourcie et l'on attend toujours de savoir s'il sera possible ou non de dégager ces fameux panneaux qui fournissent à eux seuls la moitié de l'électricité nécessaire à la station. Et si cette électricité n'est pas fournie, la station est inexploitable. Les astronautes pourront-ils, par une autre solution, amener de l'énergie à bord du Skylab? C'est la question que nous attendons pour les jours à venir. 2 bulletins de santé qui sont synonymes d'espoir. À l'hôpital Foch de Suresnes, on qualifie d'excellent l'état du jeune homme de 26 ans qui a subi une greffe du cœur. Les signes d'insuffisance cardiaque qui ont nécessité l'opération ont presque totalement disparu. Quant à Jean Richard, il continue à reprendre conscience progressivement. Son organisme a très bien supporté la trachéotomie qui a été pratiquée, vous le savez, hier après-midi. Tony Mundine, un boxeur australien de 22 ans, fait désormais figure d'épouvantail dans la catégorie des poids moyens. En une dizaine de minutes, hier soir, au Palais des Sports de Paris, Mundine a écarté Max Cohen de la course au titre mondial. Et Jean-Claude Boutier, qui était au bord du ring, a avoué qu'il n'était pas pressé de le rencontrer. Vous avez pu voir le film intégral et exclusif du combat, après notre édition de 13h, mais pour ceux qui n'étaient pas devant leur poste, voici comment Mundine s'est révélé hier soir au public parisien. Un peu plus de 10 minutes auront suffi à l'Australien Tony Mundine, ici à gauche, pour battre le Français Max Cohen. Pour sa première sortie à l'étranger, ces 10 minutes ont également suffi aux 4000 spectateurs présents hier soir au Palais des Sports pour découvrir et admirer un boxeur complet, impressionnant et plein de talent. Si son jeu de jambes primaire s'apparente à celui du champion du monde Carlos Monzon, l'Australien a prouvé hier soir qu'il était non seulement un véritable puncher, 34 KO pour 38 victoires, mais aussi très rapide de bras, doué d'une bonne technique, d'un coup d'œil remarquable, excellent dans les esquives et possédant une maîtrise peu commune. En un mot, de la graine de champion. Après une première reprise égale, où les deux boxeurs se sont observés, Tony Mundine prenait l'initiative du combat après la minute de repos par de puissants crochets des deux mains. Max Cohen, pris de vitesse, réagissait fort bien en essayant d'esquiver le plus de coups possible. Mais déjà, le protégé de Roger Ben Saïd donnait quelques signes de fatigue. Le troisième round fut plein d'intensité. Cohen, qui avait bien récupéré, touchait l'Australien. Très encouragé, Cohen faisait le forcing, mais regardez bien, un crochet du droit en contre envoie le Français au tapis pour la première fois. Cohen est compté 8 par l'arbitre M. Gondret. Le Français termine le round très éprouvé, dès lors l'issue du combat ne fait plus de doute. La quatrième reprise sera la dernière. Le boxeur de Brisbane, toujours très calme, avance sur son adversaire en variant tous ses coups. Cohen n'a pas bien récupéré, mais il bloque encore et esquive les attaques de l'Australien qui temporise un peu. Et après 1 minute 20 du quatrième round, Tony Mundine décoche un crochet du gauche, suivi d'un direct du droit, qui va envoyer Cohen au tapis pour la deuxième fois. Regardez bien. Le combat est terminé. Max Cohen, conscient du danger, regagne son coin. C'est une décision très sage. Le Français, qui a eu le mérite d'affronter Tony Mundine, n'a pas à rougir de cette défaite. À 13h, Max Cohen était sur le plateau de 24 heures sur la Une pour nous donner les raisons de son abandon. Parce que j'avais vraiment mal à l'oreille. J'avais l'oreille qui sifflait, alors j'ai dit, bon, si je reprends un autre coup, peut-être j'aurais le tympan éclaté ou quelque chose, je préfère arrêter. Je crois que si j'aurais été touché au menton ou au foie ou ailleurs, j'aurais repris le combat.
Mais là, j'avais vraiment mal à l'oreille. J'ai dit, bon, alors ça va comme ça. Sage décision, Max Cohen. On se demande si l'Argentin Monzon, l'actuel champion du monde des poids moyens, va accepter le risque d'un combat certainement difficile contre Mundine. Dans l'immédiat, Monzon se prépare à mettre son titre en jeu le 2 juin à Monaco face à l'Américain Griffiths. Les Japonaises font la loi dans le Tour de France motocycliste. Après la 3e étape Épinal-Bourg-en-Bresse, les motos fabriquées au Japon occupent les premières places. Un reportage sur cette compétition. Ils étaient 87 ce matin au départ de la course de côte du bois de Corroy, première épreuve chronométrée de cette 3e étape. Une étape au cours de laquelle Georges Monneret allait se trouver en difficulté. Victime d'une chute, il se blessait à l'épaule et avec regret devait renoncer. Saluons l'ancien champion du monde qui, à 65 ans, avait tenu à participer à ce Tour de France. Un autre malchanceux aujourd'hui, Georges Fougeret. Second au classement général, il effectuait sans problème le tour de reconnaissance du circuit de Dijon-Prénois. Mais tandis que le directeur de la course abaissait son drapeau, sa machine refusait de partir. Vous voyez le petit bouton qui est là, au niveau du guidon. Il s'est mis en position arrêt. C'est un bouton de masse, une sécurité. Et lorsque le directeur de course a donné le départ, mon moteur n'était pas en marche. Et j'ai dû attendre une minute et demie environ avant de trouver cette panne bête qui m'a fait perdre la course. Et à mon sens, le Tour de France, aujourd'hui, la pénalité doit se chiffrer aux alentours de 84 secondes, rien que pour cette course. Plus les 11 secondes que j'ai également pris dans la course de côte par la concurrence, ce qui me fait quand même presque 100 secondes au général, vous voyez. Mais le Tour de France n'est pas terminé et Georges Fougeret, dont le talent est grand, peut rejoindre le haut du classement. Alain Renouf, pour sa part, sur une 900 Kawasaki, a confirmé aujourd'hui ses prétentions à la victoire finale. Il a remporté avec aisance la course des plus de 500 cm3 sur le circuit de Dijon-Prénois, précédant Dominique Mariol et Yvan Bontemps. Alain Renouf, dépassant Georges Monneret sur la piste, c'est l'image du jeune et de l'ancien, dont le point commun est sans aucun doute une grande passion pour la moto. La mission américaine Skylab, une nouvelle de toute dernière minute. Jean-Pierre Chapelle vient de revenir avec un télégramme. Effectivement, il semblerait que la NASA envisage d'envoyer les astronautes prévus pour Skylab 1, c'est-à-dire Conrad, Weiss et Kerwin, afin d'explorer le Skylab qui est en difficulté et de chercher des solutions aux 3 problèmes qui se posent, c'est-à-dire l'énergie électrique, la chaleur maintenant, et il semble qu'il y ait même un 3e problème, un problème de gyroscope, c'est-à-dire donc de stabilité générale de l'engin. Un officiel de la NASA a déclaré que c'est l'une des solutions suggérées pour essayer de sauver ce programme qui, je vous le rappelle, a coûté 13 milliards de nos francs. On comprend l'obstination des hommes de la NASA pour essayer de rendre le Skylab viable. Il y a quelque chose qui n'est pas très clair dans mon esprit. Cette mission d'inspection serait en supplément des cosmonautes? Non, absolument pas. Ce seraient les cosmonautes eux-mêmes qui iraient inspecter le Skylab, car n'oublions pas que dans ce Skylab, il devait y avoir 3 équipages. Le premier équipage actuellement désigné, et ensuite 2 missions, chacune de 56 jours. Si le premier équipage réussit à remettre le Skylab en état, les 2 autres missions pourraient donc avoir lieu. Bien. Merci. Je vous donne rendez-vous vers 23h20 pour 24 heures dernière, et je vous souhaite de passer d'ici là une excellente soirée.